supply chain a connu d'énormes chamboulements ces 3 dernières années, suite aux crises qu'a connues le monde, avec d'abord la Covid-19 et ensuite la guerre en Ukraine. Ça cogite de partout, dans tous les secteurs, et le secteur de l'aéronautique n'y fait pas exception. Alors, pour démarrer ce débat, on va évoquer la base. Quel a été l'impact de ces crises sur la supply chain? Alors, on va démarrer avec vous, Monsieur David Faujon. Comment vous avez vécu chez Avio Parts? Okay. What have been the impacts of crisis, these two crises, COVID-19 and war in Ukraine, on the supply chain? How did you live this in Avio Parts? Okay, just to start introducing my company, we are in the distribution business. So we are one of the leading aviation distributors for consumables, aviation consumables. This includes aircraft tires, aviation lubricants, and chemicals. So we are really impacted by the supply chain. We are like the link between the manufacturers and the end users, the airlines and operators. So we need to help manufacturers on managing the complexity for them and increasing capillarity in the market, listening customer voice. And on the customer side, on the end user, so what we do is help them with the supply chain. So we help them to forecast better, to plan better, to put the products they need closer to them, and give a stability on the acquisition of parts, consumables. So when we talk about supply chain, supply chain, demand, capacity, AOG, lead times, is words that are very popular since COVID-19. I hear these words every day, and I think we all know why we are facing the issues of today. I think we have learned how important it is to avoid closing countries, stopping activities as well, companies, because it's really hard to restart the machine. So long term is something which is very important to avoid supply chain disruptions. Long term means relationship with key suppliers, with key customers. So let's say that what we did in the pandemic was completely different compared with what others did. So basically, we took the risk. We thought that this issue was going to finish sooner than later, and we bet that everything was going to be recovered and the ramp up was going to be aggressive. So we, during 2020 and 2022, we invested in CapEx, new automated warehouses to speed up the customer shipments. We doubled the workforce from 2020 also to 2022. So we got nice talent that some other companies were not, they were not adding value anymore to other companies. So at the same time, we kept our stocks at the maximum level, just thinking in the long term again. So additionally, supporting customers is not always supporting with consumables or delivering goods. Sometimes I personally believe that a relationship with a customer should be bi-directional. Sometimes in the life of the relationship, there are ups and downs, and there are moments where you or us as a supplier, we need to invest on the customer, thinking again on the long term, in the long term. So financially speaking, we supported them when they were not able to pay.
So these things are things that customers, airlines, MROs don't forget. So all these decisions taken put us in a very strong situation when we are living now. So all the customers we kept before COVID, plus hundreds of customers that we received because they had lack of support from their previous suppliers. So we are facing, I will say COVID was really good for us because we had the chance to think inside what have been, how we were doing things and improve ourselves. So it has been hard, but for us in a positive way. And Brian Bird, how did you live these moments at Boeing? Yeah, I mean, I would say first off, even though the supply chain is on everybody's mind, it's extremely challenging right now. It's a really exciting part of the business, and it's where I want to be for certain. I would say, from a Boeing perspective, our primary focus has been around what it would take to stabilize the supply chain and get it healthy in 2023. And we've done that through several different activities, a few that I'd mention. One is around really trying to stabilize our demand. We've had a couple of years of a ton of change where we've reduced our production rates based on the pandemic impact. That drives a lot of instability into the supply chain, so we're working to really stabilize that part of it. Additionally, in years past, we've been really constrained and limited on visibility into our sub-tiers. So we're really trying to increase that level of visibility. That's where a lot of these pain points exist. And then lastly, I would just mention, we are trying to increase our presence around the world at many of our suppliers. We have hundreds of people right now deployed to suppliers around the world, but we are going to increase that based on the level of issues that we have out in the supply base. On a broader strategy standpoint, we are certainly working to solve all of our financially distressed suppliers. Each one of those requires somewhat of a unique solution, but that's something we're definitely focused on. We're also very focused longer term on more dual sourcing and getting alternate sources put in place. And along with that is a lot of focus around international sourcing as well. And that really is to combat what we see as a labor shortage issue in the United States. As it pertains to Africa, and in particular, Morocco, I think you're well positioned, very capable supply base, high performing, as well as very competitive, and so positioned very well, and it aligns very closely to our objectives. Stephen Orr, Avioparts is a supplier for Boeing for many pieces. David Faujon said that COVID was good for Avioparts because of all the work this crisis conducted their company to put in place. How you lived those crises? I'll start by saying it's very unfair to put me beside our biggest customer here, so I have to be careful. But, and I won't say that COVID was good for Spirit Aerospace, that's for sure. I think it's important to understand, and our customer Boeing and Airbus as well, as they move, and you get the concept that there's a 737, which probably has about 6 million parts on it. And Boeing at the minute are at 35, 38, going to 42 a month. That's 250 million parts that has to arrive somewhere in that value chain to make that happen every single month. If I say, and I'll speak as a previous Vice President of Quality, if I say that there's not 6 million parts, but there's 5,999,999 parts on this plane, there's one missing. Would you like to take that plane and fly home? You would say no. So it's 100% or nothing, okay? And as the good news is that we are starting to see the ramp up take place, and the demand, the latent demand is still there. And probably there is more demand than there was pre-COVID. But as Brian alluded to, the supply chain was heavily impacted financially
in terms of their ability now to meet that. So cash levels are extremely low. The only way you can meet the ramp up is you have to buy machines, you have to buy jigs, you have to invest in people. It's cash out, cash out, cash out. And you have to look now and see where is the supply chain and how is that supply chain working? OEM being Boeing, Spirit Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. We all have our own supply chain. So one of the things we're trying to do is get to know our supply chain better. You're forced to get it know better. So if I have 1,000 suppliers, and there's probably 5 or 10 people in each supplier that you would regularly talk to, that's 10,000 people that you suddenly need to get to know very well. What are their problems? Their problems might be their supply chain, might be raw material like titanium is a huge issue. So we have to understand all of that. And as Brian also said, if a supplier is financially stressed, what can I do? I don't want the supplier to close, that's for sure. That doesn't help me. So you have two kind of value streams. You have one that's very tactical. What do I need to do today? And there's one that's very strategic, which what do I need to do in 3 or 4 or 5 years to change what I'm having to live today? And strategically, like for Spirit being in Morocco, for instance, one of the things is the guy running that plant, I want all of my suppliers as close as possible. If I have suppliers, let's say in the Far East, and I'm bringing stuff, and we're having to make 40 or 50 aircraft a month, and it takes 6 or 7 or 8 weeks for that to come, all of a sudden I have like 100 aircrafts worth of parts on a boat. Is that really what I want? Or would I want those parts made close to me? So those are the strategic decisions. Obviously there's pricing then that comes into that, there's quality that comes into that, there's performance of delivery. So there's the very tactical, get to know your supplier, get to understand their pain points, get to understand what it is they need to be able to perform today. And then also strategically look and see what do I need to do as a company to protect myself with the supply chain over the next 3 or 4 or 5 years. Thank you very much. J'en viens à vous, Ayoub Daoudi. Alors, TE Connectivity est une entreprise technologique. Vous intervenez beaucoup dans le domaine industriel. Est-ce que pendant ces crises, vous avez eu à cogiter un peu plus, réfléchir un peu plus, renforcer la recherche et développement? Comment vous avez... Était-ce un temps de panique ou alors, voilà, comment vous avez vécu concrètement ces moments-là avec vos partenaires notamment? Écoutez, je pense que pour nous, comme pour la plupart, la quasi-totalité des entreprises industrielles, donc le Covid et puis toutes les problèmes d'approvisionnement qui ont suivi le Covid nous ont effectivement beaucoup challengé dans notre manière de concevoir notre supply chain, mais aussi de revoir tous nos principes effectivement de supply chain. Et donc j'ai envie de dire que là-dessus, notre processus effectivement avec ce re-engineering sur la partie supply chain nous a mené à identifier 5 axes, effectivement, si je peux les lier aussi directement à l'innovation. C'est d'abord les 5 axes qui, pour nous, continuent à driver la partie innovation. C'est définitivement la nécessité d'avoir de plus en plus d'agilité dans notre footprint et supply chain, et logistique et manufacturing. Donc l'agilité est un élément très important. La partie, je pense que Stéphane en a parlé, la partie cost, parce que les prix, effectivement, ils ont pris un coup et c'est important effectivement de ramener les coûts à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Donc ça, c'est un élément très important dans la réflexion que nous avons menée pour revoir tous ces aspects-là. Alors il y a un troisième élément qui de toute manière aujourd'hui devient de plus en plus une nécessité, c'est la partie sustainability, c'est la partie impact environnemental et qui forcément va induire une réflexion, un move depuis une réflexion supply chain classique vers une approche écosystème, et pour lequel d'ailleurs le Maroc est bien positionné, parce que je pense que le Maroc, avec cette stratégie écosystème, a pris le devant, même avant que ce soit aujourd'hui une nécessité. Alors, quatrième élément, la partie digitalisation et automatisation. Ça a été dit aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, on est appelé à gérer de plus en plus de données massives sur la partie supply chain, gérée par ce besoin d'agilité, de réactivité rapide par rapport au marché. Et donc,
pousser à l'extrême la digitalisation et puis aussi l'automatisation, et qui entre autres a été drivé aussi par le manque à un moment donné de la main-d'œuvre. Et là aussi, j'ai envie de dire que par notre expérience sur le Maroc est bien positionné pour avoir ce bon équilibre entre digitalisation et automatisation avec des coûts raisonnables au niveau CAPEX. Parce que c'est important effectivement d'avoir ce bon balancing entre les deux. Et puis, dernier élément, c'est la solution, toujours aller vers une solution multimodale. Parce qu'on était dans une réflexion d'avant, on était plutôt monomode aussi ou route ou air. Maintenant, on est plutôt sur des combinaisons multimodales parce qu'on va avoir des flux à gérer de manière massive, mais aussi quasiment de la quincaillerie industrielle des fois. Et donc, partir dans du multimodal était important. Et je finis sur ça, et je pense que notre positionnement sur le Maroc a été vraiment un élément très important là-dessus, notamment pour gérer nos flux intercontinentaux. Parce que nous sommes sur un setup supply chain assez complexe, et donc le positionnement du Maroc permet effectivement de répondre à ces 5 contraintes, j'ai envie de dire, avec des ressources qui étaient compétentes et prêtes pour gérer très rapidement cette digitalisation et cette automatisation de nos solutions logistiques, et au niveau de notre footprint industriel, mais aussi au niveau de notre plateforme logistique basée sur Tangemed. Et puis, ça nous a permis effectivement d'optimiser nos coûts dans l'ensemble dans un laps de temps assez rapide. Et donc, je pense que, ma foi, le Maroc, effectivement, apporte pas mal de bonnes réponses par rapport à ces aspects et contraintes auxquels on a su répondre par l'innovation sur ces axes-là. Très bien, merci. Et j'en viens à vous, Khalid Safir. Vous êtes le financier sur cette table ronde. La CDG gère et finance des zones industrielles à travers le Maroc. Comment vous avez regardé en fait cette industrie aéronautique en particulier et l'industrie en général vivre ces moments-là? Je vais d'abord répondre à la question de manière générale sur l'impact des crises que nous avons connues, à la fois la crise sanitaire du Covid et puis la crise plus récente de la guerre en Ukraine, sur les économies en général et sur l'économie africaine. Nous sommes à Casablanca aujourd'hui dans un forum africain, il faut aussi parler de l'Afrique. Je crois que nous avons subi l'impact plus durement que le reste du monde. D'abord, il y avait des problématiques de disponibilité d'un certain nombre de matières ou de composants particuliers. Première problématique. Deuxième problématique, ça a été le problème du prix. Une inflation sur les prix sur un certain nombre de matières et de composants fabriqués. Il y a eu aussi des problématiques pour les pays comme les nôtres de mode de paiement. Parce que pour payer un certain nombre pour l'acquisition de ces matières ou de ces matériaux, il fallait passer par des banques, grandes banques européennes ou américaines. Et avec les systèmes de sanctions qui ont été mis en place, il y a eu une aversion au risque des sanctions qui rendait très difficile des fois, alors qu'on a trouvé la matière, qu'on a mis le prix dessus, de la payer. Et puis la quatrième problématique, ça a été la problématique du transport et de l'acheminement. Et là, bien sûr, avec les disruptions qu'il y a eu et les ruptures qu'il y a eu sur les chaînes de logistique, et comme nous comptons pour la marge de toutes ces chaînes de logistique à l'international, on était sur les moins bien servis au niveau mondial. Ça, c'est l'impact global. Je reviens maintenant au cas de l'aéronautique au Maroc. Je crois que le choix qui a été fait par le Royaume du Maroc depuis une vingtaine d'années d'opter pour les écosystèmes et de les massifier a fait naître donc cet écosystème aéronautique autour de l'aéroport de Casablanca et qui a vu une montée en charge progressive de cet écosystème d'entreprises. Nous sommes aujourd'hui à plus de 140 entreprises qui sont installées, plus de 17 000 ouvriers et ouvrières, 40% de femmes. Il y avait ce matin un panel qui avait beaucoup parlé de ces aspects-là et qui est encore en train de monter en charge. Et ça
ses avantages et ses points forts à cet écosystème, c'est qu'il a pu concentrer à la fois de grands industriels, mais aussi tout leur système de fournisseurs, niveau 1, 2, 3, ce qui a permis une meilleure fluidité à l'intérieur de cet écosystème. Et puis la proximité d'un grand corridor de logistique, qu'est l'aéroport Mohamed V de Casablanca, mais aussi le port de Casablanca aussi. Alors, le tableau n'est pas totalement sombre, parce qu'on voit que la crise a permis aux acteurs d'accélérer leur capacité d'innovation, d'affiner leur stratégie, d'accélérer même leur programme de développement. Maintenant, venons au sujet central de ce panel, de savoir, aujourd'hui, on sait, la supply chain a subi les impacts de la crise. Est-il urgent de soutenir la supply chain dans le monde en général et en particulier en Afrique? I begin with you, David Faujon. Is it urgent economically to support supply chain now? So, yes, the answer is yes, and it's really urgent. So I believe stakeholders, when I say stakeholders, I mean governments, corporations, people, need to create the conditions to increase the capacity we need, because right now capacity and availability, or let's say capacity and the demand, is not aligned. So it's one of the main issues, and we need to generate these conditions to increase this capacity. So here are different factors that I'm looking at, like inflation. So there is a short-term strategy for fighting against inflation. So high interest rates is something that in the short term could help on the inflation, but in the long term it's not going to help investments to go and increase the capacity. What we need, the industry needs, is low interest rates to invest in new capacity and workforce, train the workforce, technology. I think we need to prioritize innovation. I think that's key to unblock the situation we are facing. We need to rely more on technology, artificial intelligence, and apply this technology into better forecasting and planning, because forecasting and planning is more important than ever before, and is going to stay. I think it's going to stay. So we have now a good opportunity to improve ourselves and think out of the box and change the strategy for solve the issue we have now and keep a sustainable business for the future. That's my thought. So many points. Increased capacity, low interest, innovation, improve innovation, encourage the stakeholders to invest. Mm-hmm. A company like Boeing works with many others enterprise like SMEs in your strategy of supply chain. What do you need, you and your partners in this context? What do you need to go forward? Yeah, for certain. I would mention, straight up that supporting the supply chain economically is absolutely a priority. Yannick Assoud mentioned in an earlier panel around smaller companies and other companies having to make investments, and it's really, really difficult. The cash conversion cycle in aerospace is very long.
So we need companies to invest in raw materials, long lead raw materials, labor, equipment, and increasing capacity. And it's really hard and financially difficult for many of those companies. And the other point I definitely want to make is the industry is recovering quite aggressively coming out of the pandemic. There's incredible demand for the airplanes. We, quite frankly, cannot build enough airplanes to meet the demand. And so with that being said, it is absolutely an emergency, not only a business priority. And I would say, you know, from that standpoint, it makes it very important and very urgent from our standpoint. Thank you. And you, Stephen Orr, what do you need as a company in the supply chain sector? I think when we talk to our suppliers and indeed ourselves as well, one recurring theme at the moment, there is financial assistance, which is good, but you also need people. And in many, many areas now, post-COVID, the workforce mentality has changed. A lot of people wanting to work from home, stay at home, left work and now don't want to go back to work, have found something else. So the whole capacity in terms of manpower has become extremely critical. That's a big advantage for Morocco. That's a big advantage in Africa, where there is a huge talent pool of well-educated, well-trained people. And a lot of people I speak to are very jealous when I say, yes, I can recruit quite easily, I can recruit fast, we have infrastructure in place to do that. They can't, I mean, I see companies reinvesting in other countries because they can't even recruit 10 people. In a city of 2 million, they can't get 10 people. That's how critical it is. So you can have all the money and all the infrastructure you want. If you don't have the people to do the work, then you have to do something different. One thing I would encourage as well, especially in Morocco and anywhere really, is really try and connect the universities more with industry. Okay. So that you make sure that when the people are trained and what they're being trained in is very relevant to the industry that they're going to be going to. I don't see enough university industrial connection, firm connection, working together, creating ideas, and that's where the innovation starts. Innovation isn't the proprietary equipment of certain countries. We can be as innovative here as we can be anywhere else. So it's making that connection and developing that capacity of people for the future. It's coming, but it's not here yet. Thank you. Ayoub Daoudi, de toutes les interventions, on voit que l'innovation est centrale pour que l'industrie continue de se développer et continue d'évoluer. Alors, vous, comment, aujourd'hui, quand on parle de soutenir la supply chain, que prévoit une entreprise technologie? De quel type d'appui avez-vous besoin pour pouvoir justement connecter, favoriser la connexion entre les universités et l'industrie? Voilà. Alors, so I mean, I have to switch to French then. Yeah. Yes, Okay. please. Ce que je pourrais rajouter en complément de ça, alors je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, on a bien compris que c'est un must à faire. Donc c'est une obligation aujourd'hui, il va falloir qu'on drive cette transformation. Sinon, on serait hors course totalement. Et là, si vous me permettez, je vais me focaliser un peu sur notre région africaine dans l'ensemble. Nous avons un gap forcément par rapport à l'Asie sur la partie supply chain et logistique. Nous avons un gap par rapport à l'Europe, clairement. Mais nous avons aussi aujourd'hui, dans cette phase de transformation, une opportunité pour réduire le gap, si ce n'est même le rattraper quelquefois. Alors, quand on parle de digitalisation, ça veut dire utilisation d'intelligence artificielle, etc., nous avons des bonnes compétences là-dessus. La connectivité, alors j'ai parlé de la partie multimodale, ça veut dire c'est connecter les ports, donc là c'est de l'investissement d'infrastructures, connecter les ports aux aéroports, aux gares ferroviaires, etc. Je pense qu'il y a une opportunité là-dessus pour qu'on soit encore plus efficient et plus compétitif dans la logistique et sous-régionale et internationale quand je parlais de la partie intercontinentale. Et donc, tout ça, c'est très capitalistique et donc ça veut dire que nos entreprises et industrielles et logistiques aujourd'hui, ils ont besoin d'un accompagnement financier parce que le payback, ça prend du temps quelque part. On a beaucoup parlé du cash,
oui, il y a un besoin de financement de fonds de roulement aujourd'hui parce qu'on sort de la crise, on a besoin de restocker, on a besoin d'assurer un approvisionnement correct, mais nous avons aussi besoin d'être effectivement très rapidement, on en a parlé de cet aspect stratégique qui pour moi, le stratégique commence à devenir tactique, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on accélère cette transformation-là, et donc ça veut dire c'est financer cette transformation est très important, impliquer les universités clairement, parce que nous avons aussi besoin de préparer ces ressources-là et nous poser la question, est-ce que les modules de formation que nous avons aujourd'hui dans nos pays africains ils sont adaptés à la logistique de demain. Et donc analyser ce gap-là pour qu'on puisse anticiper ce trend-là, parce que nous avons clairement une opportunité à prendre là-dessus. Maybe what can be the role of governments in what you say? Because if we need to connect university to the industry, government has a main role. So maybe one point for you, Stephen, or yes, go ahead and after. Right. No, Stephen, ahead. or Right. go ahead. Well, I mean, I'm not going to fight with my customer. The government fundamentally has a role in terms of connection of university education, the whole education program, and adapting that and connecting that to universities and to industry, not just aerospace, of course, but all of the other industries that exist. So it's a fundamental role. Okay, you spoke about Morocco, for example, and what have been the efforts from this government to improve this industry? Maybe the other African countries must take the example to go forward. I mean, the effort over the past 20 years has been enormous from the start, really, of the aerospace industry in Morocco. I think they have targeted wisely in the early days which people they would like to bring. And slowly but surely, we're now 140, 150 aerospace companies rapidly growing up. I still think there's a lot to do, but the government has invested heavily in terms of finding out what do the businesses need to be able to come here and set up, what infrastructure needs to be in place. We talked about training. They've set up world-class training facilities so companies can come, they can recruit, and they can grow. Our company, for example, I mean, after 2 years, I was the only expat in the company. Everyone else was pure Moroccan, which shows that you can rapidly develop any company in any sector here because, like I said before, the talent exists. It just needs to be challenged into the right industry. The talent exists. Brian Bird, do you want to say something about that? No, I just mentioned that you know, the progress that's made in the last 20 plus years with the economic ecosystem and all that is very, very impressive. Our relationship with the ministry is very, very strong. We're positioned very well. And I would say, I mentioned it earlier, very aligned around our objectives and what's important to us around stability, quality, performance, and the capability that exists. So I think great opportunities lie in front of us. And what is your experience about that in Africa, David Faujon? Well, we joined some programs, university programs, not here, but in Spain, Okay. to recruit students from engineering, aerospace engineering. So it didn't work so well as Okay. we thought. Why? I think it's not the problem of the strategy, it's a problem of the young people. Young people change. It's not the same like we were before, that we were able to sacrifice, demonstrate first and ask later. Young people is challenging because they want everything now. They want to lead teams, they want to take care of operations without any kind of experience. So it's really hard to retain this kind of talent. So that's my view. Chacun a son expérience, hein. Chacun a son expérience. On voit bien qu'il y a différents cas de figure. Et quand on voit un pays comme le Maroc, on retient qu'il y en a qui se démarquent et il y en a qui
qui essaient de pousser leurs talents. Et j'en viens à vous, Monsieur Khalid Safi. On a beaucoup entendu parler d'investissement. Pour soutenir la supply chain, il faut investir. On a parlé des taux d'intérêt avec la crise, les crises. Les taux d'intérêt ont grimpé suite à l'inflation. Comment optimiser l'appui financier à la supply chain aéronautique en général et en Afrique en particulier, notamment au Maroc? Avant de répondre à votre question, je vais me permettre de revenir quand même à un sujet qui a été évoqué par tous mes voisins dans ce panel sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et d'abord, le Covid, est-ce qu'il a été bon ou mauvais, la crise du Covid? Je crois que le Covid n'a été bon pour personne. Le seul point positif a été qu'il nous a poussé à réfléchir autrement et à revoir nos modèles et à focaliser sur un certain nombre de priorités. Et je crois que aujourd'hui, pour le continent africain, par exemple, sur la supply chain, il y a aujourd'hui urgence, nécessité d'investir dans les infrastructures d'interconnexion, donc les routes, les chemins de fer, les aéroports et les ports. Mais de manière interconnectée entre eux, et faire évoluer aussi nos réglementations de douane pour améliorer la circulation à la fois des marchandises et des personnes à l'intérieur du continent africain. Et troisièmement, massifier nos industries et nos activités économiques autour de plateformes et d'écosystèmes pour être plus pertinents et qui soient eux-mêmes installés à côté de ces corridors de logistique et permettre donc l'échange des marchandises entre tous ces pays et à l'intérieur du continent. Et puis nous avons aussi un grand atout au niveau de notre continent, ça a aussi été dit ce matin et maintenant par mes voisins dans le panel, c'est aussi notre jeunesse au niveau de l'Afrique. Ça, c'est la richesse la plus importante de notre continent. Il faut donc investir dans cette jeunesse, investir dans la formation et l'adaptation de cette jeunesse aux métiers de demain, d'aujourd'hui et de demain, et qui sont principalement le digital. Et aujourd'hui, je crois que la révolution aussi qui est en cours au niveau en général dans l'industrie, mais aussi dans la supply chain, c'est tout ce qui est l'industrie 4.0 et la digitalisation des connexions. Maintenant, pour revenir à la question financière, je crois que là, il y a un rôle important pour les États et aussi d'entités comme la Caisse de dépôt et de gestion, qui sont des entités qui ont pour rôle de collecter de l'épargne long terme et qui la placent et la transforment en investissement à rendement long et long terme. Et donc, c'est ce genre d'organismes qui doivent investir aujourd'hui dans ces chaînes de logistique, dans ces plateformes industrielles pour faciliter donc l'accès d'abord des industriels à ces plateformes, mais aussi mettre en place des financements innovants qui permettent à la fois à toutes ces entreprises d'avoir accès à des financements à taux d'intérêt acceptables qui soient aussi des fois à la fois en termes de dette subordonnée, mais aussi des fois de l'equity dans certaines entreprises pour alléger donc la charge financière pour leur permettre de redémarrer ou de s'installer. Très bien. Passons ensuite donc on retient grosso modo qu'il est urgent de soutenir la supply chain aéronautique dans le monde et en Afrique. Il y a un besoin d'innovation, un besoin d'investissement, tant en soutenant les acteurs qu'en soutenant la formation et en favorisant l'émergence de talents locaux dans l'industrie. De différentes manières, chaque acteur doit intervenir. Le gouvernement a un rôle central, notamment en Afrique, voir comment de plus en plus de pays peuvent favoriser l'émergence des talents dans le secteur aéronautique. On y reviendra avec vous tout à l'heure. Si vous permettez, il y a à la fois les gouvernements centraux et les gouvernements locaux. Oui. Il faut aussi donner beaucoup d'importance aux territoires qui eux-mêmes doivent s'impliquer dans ce genre de démarche. Ce genre de démarche, très bien. D'autant que ce sont eux qui accueillent les zones industrielles. Voilà. Abordons ensuite cette question qui revient dans l'actualité concernant le défi climatique, l'enjeu climatique.
Nous avons des équipementiers aéronautiques sur le panel. Comment vous regardez ou vous abordez cette question de l'enjeu climatique? Quelle orientation donnez-vous à votre département recherche et développement dans l'industrie quand vous discutez entre acteurs? Comment qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ce défi climatique, sachant que l'industrie aéronautique est beaucoup critiquée dans le monde par rapport à cette période de changement climatique? Je commence avec vous, Brian Bird. Yes, I start with you at this point. Okay, so yes, we are talking about the climate challenge in the industry. Aeronautic industry is very critical around the world because of carbon emission. And how do you deal with this question, with this challenge? Yes, you. Okay. I didn't hear my name, I'm sorry. I would say, from a Boeing company standpoint, we have a four-pronged approach with regards to addressing climate change and reducing emissions. We are trying to partner across the industry, which includes engaging with our supply base to achieve the objective of net zero carbon by 2050. The first area is renewable energy, heavy focus on SAF. We consider it to be the primary needle mover, I would say, and pleased to mention that we've committed as a company by 2030 that all of our aircraft will be 100% SAF compliant and certified. So we are looking forward to that. It's a very important initiative. The second area of focus is around advanced technologies, which include digital tools and modernized engineering design practices. Also really exploring continued use of lighter advanced materials, thermoplastics, composites are examples of that. And then I would point to manufacturing techniques as well. And a good example of that is lean manufacturing, which we are extensively deploying within our factories and extending out to the supply chain, but really focused on improving quality and improving efficiencies and removing waste. And then the third category is around renewing the fleet. So, new airplanes have lower emissions and use about 15 to 25% less fuel. So, certainly an area of focus for us. And then lastly, operational efficiencies. So really in support of a modernized air traffic management system that allows us to fly, considerably more efficiently around the world, and we estimate that save us about approximately 10% as well. So these are really the efforts that we have to really address the climate change and our sustainability efforts. Thank you. And you, Stephen Orr, at Spirit Aerosystem Morocco, how do you manage this challenge of climate change? What are your orientations about that? Yeah, I think we have to, Spirit as a whole, we have to follow, obviously, government legislation. We have to follow our customers' demands as well. And then you have the aspiration of the general public. Aerospace was heavily criticized, is heavily criticized as being a big contributor to the climate change. However, there's a huge industrial effort at the moment to turn that around with making advanced fuels, more low-emission fuels, even hydrogen, looking at hydrogen as a potential source of fuels. There's now a huge movement towards electronic aircraft, and Spirit are heavily involved in the development of that, both for lightweight materials that Brian talked about and advancing that as well. So there's a lot we can do. In Morocco, we're very fortunate. Morocco is one of the world leaders in renewable energy. By 2030, 60% of the country's energy will be from renewable sources, both wind and solar. So there's a big opportunity for us because it's not the stuff that comes out of the back of the plane that creates the problem as a whole. It's the full manufacturing cycle and chain.
So we can have a very fuel-efficient aircraft, but if the processes I use to make those parts is not very respectful of the climate, then that's not so good. So we have to go all the way through the supply chain to see how that's being done. Morocco offers the opportunity to be using processes that can be fueled with renewable energy to a very high level, which is really key. And then how do you ship those parts about? Again, if I'm very climate orientated, making the parts, there's no use then sticking it on a truck and sending it for 4 weeks across Europe and creating still the same problem. So it goes all the way through the supply chain from start to finish. But I think, and I talked about shortening the supply chain, Morocco is well placed, very well placed from a geological point of view as well as anything else with its renewable energy to be one of the world leaders in driving forward climate change difference. David Faujon, Avio Parts is a supplier of lubricants and chemicals, aircraft parts. How do you manage this question of climate change and adaptation to climate change with your partners? So what we did some years back. And just tell us if you have partners in Africa too. So what we did some years ago was, first of all, installing 2,000 square meters of solar panels. Just to, we have good weather in Madrid, similar to Casablanca. So 2,000 square meters of solar panels. Then we went paperless in the company. Now what we are focused on in the circular economy, because one of the key products that we are working on is the aircraft tires. So to give you an example, we are supporting more than 7 million landings globally with the tires we deliver our customers. So we are exploring the technology, existing technology, to recycle the tires, scrap tires, those which are not repairable, into diesel. So this is an ongoing process. It's not so easy than installing solar panels, but it's in our pipeline. Thank you very much. J'en reviens à vous, Ayoub Daoudi. L'innovation va constituer le cœur de tout métier industriel dans les années à venir. Dans votre métier, quand vous regardez la supply chain aéronautique, comment vous projetez-vous? Comment vous projetez-vous? Comment dessinez-vous l'avenir de ce secteur? Écoutez, ça va être compliqué de le dessiner là tout de suite, mais en tout cas, on pourrait imaginer quelque chose dans ce sens-là. Vous avez parlé des aspects environnementaux et puis d'autres aspects effectivement de coûts, etc. Alors pour nous, c'est une posture effectivement à prendre par rapport à tous ces challenges-là. C'est où je la prends comme contrainte, où je la prends comme opportunité pour me distinguer et prendre des parts de marché supplémentaires. Et donc nous préférons rester sur la deuxième option, c'est-à-dire c'est une opportunité pour nous, mais il faut savoir aller vite, être efficace effectivement dans l'exécution sur l'ensemble des aspects dont on a parlé. Encore une fois, donc j'avais évoqué tout au début les 5 piliers qui, à mon sens, sont importants. Je parlais de l'agilité, effectivement, qui est un élément important. Donc, si une supply chain qui va nécessiter d'être de plus en plus agile, flexible, et donc les aspects coûts, et donc là, encore une fois, l'approche écosystème, notamment dont dispose le Maroc, est un élément de compétitivité important. Il faut regarder comment l'étendre dans notre sous-environnement africain. Je pense que c'est un élément aussi très important. J'ai parlé de plus en plus de digitalisation et d'automatisation, effectivement. Et donc, j'imagine une supply chain de plus en plus digitalisée avec les notions de big data, de l'importance de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets qui va commencer à devenir de plus en plus importante, ce qu'on appelle aussi l'aspect blockchain aussi qui va commencer à devenir de plus en plus important. Et donc, tous ces éléments-là qu'il faut effectivement qu'on considère. De plus, ça je l'avais évoqué, de la partie effectivement contrainte environnementale qu'il va falloir aujourd'hui, alors on appelle contrainte, mais il faut aussi le saisir comme opportunité dans tous ces aspects-là, parce que
notre positionnement de notre continent, et puis particulièrement du Maroc, ça nous met naturellement dans une position effectivement avantageuse d'un point de vue compétitif là-dessus. Tout au milieu, effectivement, du globe, donc on peut être dans un croisement intercontinental qui est formidable et fantastique, et puis donc il va falloir effectivement en profiter. Alors en tout cas, si on peut l'imaginer, je pense qu'on peut l'imaginer autour de ces 4-5 éléments qui vont, à mon sens, être des éléments importants pour la supply chain de demain. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Khalid Safi. Intervenir sur la décarbonation. Oui, sur la décarbonation et j'aimerais surtout vous entendre sur un point. Ayoub Daoudi a parlé de ce que le contexte actuel peut être considéré soit comme une contrainte ou comme une opportunité. On a parlé aussi de la nécessité de faire émerger les talents dans le domaine de l'industrie aéronautique, mais on a besoin aussi des acteurs africains forts qui puissent exporter ailleurs. On a besoin des acteurs marocains. Nous sommes au Maroc aujourd'hui, on a besoin des acteurs marocains. Alors, selon vous, comment favoriser l'émergence de ces acteurs locaux? Très bien. Je reviens à la première thématique, Oui, qui est celle de la décarbonation, qui a été traitée au niveau du panel, pour dire que la caisse de dépôt, le groupe Caisse de dépôt et de gestion gère une vingtaine de zones d'activité économique et industrielle dans la zone Mid-Parc où se trouve la majorité des acteurs de l'aéronautique en ce moment au Maroc et à Casablanca. Et aujourd'hui, nous avons pour ambition, et nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un dispositif d'accompagnement de ces zones pour les décarboner sur 2 volets principaux. Le traitement des eaux, donc en upgradant toutes nos stations de traitement des eaux pour permettre une réutilisation et un recyclage des eaux collectées et traitées, et donc assurer une économie plus grande en termes d'utilisation et de consommation d'eau. Et deuxièmement, en connectant ces zones industrielles et ces zones d'activité économique à des sources d'industrie, à des sources d'énergie renouvelable, éoliennes ou solaires, pour justement apporter cet atout à ces industries installées dans ces zones industrielles et pouvoir les mettre aux normes au niveau international en matière de respect des réglementations qui sont en train de se mettre en place sur ces aspects-là. Nous avons aussi un rôle aujourd'hui que nous essayons de jouer et qui peut aussi être bénéfique pour les industriels, c'est attirer des financements verts. La Caisse de dépôt et de gestion fait partie aujourd'hui d'un club d'agences de financement et de banques de financement qui essayent d'assurer la levée de ce genre de fonds qui peuvent aussi être donc disponibles pour ces industriels. Je reviens maintenant à votre deuxième question, comment faire émerger. Principalement, bien sûr, il y a l'aspect formation des talents. Ça a été dit par mes voisins. Investir dans notre jeunesse, mais en tenant compte des besoins des industriels. Et je crois que l'un des atouts de la plateforme de Casablanca, donc de Mid-Parc, c'était justement c'est la construction des curricula de formation en coordination avec les industriels pour former les talents dont ils ont, eux, besoin. Et donc, on peut faire ça et dupliquer ça. Et ça peut être un modèle qui peut être par la suite dupliqué dans les autres régions d'Afrique. Il y a aussi aider des industriels, des PME ou des start-up marocaines, africaines en général, à se lancer dans ce milieu de l'industrie aéronautique par, bien sûr, du financement. Et là, je crois que l'écosystème que nous sommes en train de mettre en place au niveau du Royaume du Maroc, d'accompagnement des PME et des start-up, principalement par du financement, mais aussi par de l'accompagnement en termes d'assistance technique, méthodologique, de transformation de ces PME pour qu'ils puissent intégrer ces grands clubs et ces grandes chaînes de valeur, peut-être au départ au niveau de 4, mais les aider ensuite, passer palier par palier, jusqu'à arriver au palier 1 peut-être, et demain être eux aussi peut-être demain des industriels. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'un chiffre de 140
entreprises qui sont aujourd'hui dans l'écosystème aéronautique au niveau de Casablanca. Il y en a déjà, ça se compte sur les doigts de deux mains, des entreprises marocaines ou à capitaux en partie marocains qui sont aujourd'hui présentes et qui délivrent dans cette zone. Et donc nous sommes très satisfaits et nous souhaitons que ce nombre-là augmente et nous sommes prêts à accompagner tous les candidats qui souhaitent intégrer ce club. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre débat. Pour conclure, pour terminer, il y a ce point qui me paraît important au sujet de la zone de libre-échange continentale africaine. On termine par là. On ne peut pas parler de chaîne d'approvisionnement sans évoquer ce grand projet qui est en cours, bien qu'il y ait encore beaucoup de points à spécifier. Je vais commencer par vous, Ayoub Daoudi, et on va suivre. Comment vous regardez cette zone de libre-échange? Quel rôle elle peut jouer en fait dans l'essor de l'industrie aéronautique, en particulier en matière de supply chain en Afrique? Écoutez, moi je pense qu'on a beaucoup parlé d'écosystème et donc pour moi ça doit être le premier pas pour avoir cet écosystème régional qui est très important. Donc pour pouvoir effectivement développer cette industrie au niveau régional. Et donc je pense que pour moi c'est clair, c'est un pas qu'il faut accélérer. Donc il y a des accords qui ont été signés. Je pense plus on va dans l'application, mieux c'est pour nos pays, pour notre région qui... Il faut dire, quand on compare par rapport à d'autres régions du monde, elle est la moins intégrée régionalement, quelque part. Donc, ce qui est une aberrance. On a besoin de cette intégration pour accélérer le développement de nos pays et on ne le fait pas suffisamment rapidement, à mon sens. Et donc, pour moi, c'est le début et c'est le must sur lequel il va falloir effectivement donc œuvrer pour pouvoir le mettre en application le plus rapidement possible. Thank you. Merci. Stephen Orr, so we are speaking about the EFCFTA, this platform of trade inside Africa, and how could this EFCFTA promote the development of supply chain across Africa, particularly in the aeronautic industry? I think it's very important that we try and accelerate that as much as possible. It is an issue for inward investment to Africa and can cause a bit of a block, and it's a matter of confidence in terms of how that would work. But I think for sure if we're going to accelerate and grow the aerospace industry across Africa, it's something that's a must, and we have to get on and as quick as possible. Thank you. And you, Brian Bird, Boeing is a major supplier in Africa in the aeronautic industry. How do you, what do you think about this AFCFTA, and how do you look at this? Yeah, just to avoid a bit of redundancy. I mean, I agree with all the comments made. I mean, it's a very important priority for us as well. Fundamentally, reducing lead times increases our speed and ability to get to the market, which is very necessary for our customers. And, from our standpoint, added bureaucracy just adds, a non-value added cost as well. So very much in support of that. And you, David Faujon? I think this is really important to develop the region. We as a distributor, we are very focused on logistics, and it's challenging to deliver your customers so close and so different in terms of customs and regulations. So Royal Air Maroc is our customer, so we lubricate their fleet with engine oil and hydraulic fluids. So for Royal Air Maroc, we deliver in Europe, then we have to use aircrafts to bring the goods here. So once it's clear and open, it's easier for us to open a hub, maybe in Casablanca, why not, to be able to satisfy the customers in North Africa mainly. Et vous, Monsieur Khalid Safir, comment regardez-vous en tant que pays africain cette zone de libre-échange et comment l'industrie aéronautique peut y trouver pleinement sa place? Elle est nécessaire et primordiale, et je crois que la prise de conscience est là au niveau des États africains et des chefs d'État africains, puisque l'Union africaine a lancé
une réflexion pour la mise en place d'une zone de libre-échange économique au niveau du continent africain. Mais ce que nous a démontré la crise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant il faut accélérer ce processus. Pour cela, il faudra aussi que l'on dépasse nos petits conflits frontaliers entre pays africains, nos petits conflits politiques, et réfléchir plus au développement de nos économies pour le bien-être de nos populations. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de ce panel. Il est urgent de soutenir l'industrie aéronautique, la supply chain aéronautique dans le monde et en Afrique en particulier. Il faut davantage que les gouvernements accélèrent les mesures prises pour favoriser l'industrie. Il faut de l'investissement, il faut de l'innovation et tout sera bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On me signale qu'il faut arrêter. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre une question? Une seule question, s'il vous plaît. Merci. Alors, allez-y, madame, posez votre question. Bonjour à tous, je vous remercie pour vos interventions. Je me permets d'insister, de prendre la parole parce que vous avez interpellé les universités. Il se trouve que je suis de l'université Mohamed V et je pense qu'il y a d'autres universités ici. Merci au Maroc de soutenir les startups, leur accompagnement, etc. Maintenant, il faut qu'on passe à un degré supérieur, c'est lancer l'appel aux sociétés pour leur dire faites confiance à ces startups qui sont aujourd'hui des sociétés qui répondent et qui maîtrisent toutes ces nouvelles technologies dont le Maroc a besoin et les pays africains ont besoin. Donc faites-leur confiance en leur donnant des commandes. Donc contactez les universités, elles foisonnent d'innovation et de tout ce dont vous avez parlé, et l'eau, et la blockchain, et l'IA, et toutes ces technologies. Je ne parle pas de start-up qui réfléchissent, je parle de sociétés qui existent, des sociétés à responsabilité limitée qui sortent des universités, des jeunes pleins de talent et pleins de volonté. Alors faites-leur confiance et donnez-leur de quoi travailler. Merci. Très bien. Alors ce n'est pas une question, c'est une contribution. L'appel est lancé. Vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Je peux peut-être commenter, rapidement. Et comme témoin pour vous dire que nous, nos entreprises, en tout cas installées au Maroc, nous sommes dans cette dynamique-là. Je peux en témoigner parce que au sein de mon entreprise, nous hébergeons 2 startups que nous accompagnons dans la partie engineering, développement des process innovation et de la partie automatisation, machine automatique en engineering. Ils sont chez nous, dans nos murs, faites par des jeunes et donc nous les accompagnons. Donc nos entreprises sont déjà dans cette dynamique-là, madame. Très bien. Bravo.